Bonjour à tous, bon dimanche, bonne fête de Tabaski à ceux qui célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Kébir et à ceux qui le feront demain lundi. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Le débat s'est encore installé cette semaine. L'État sénégalais est un État dépensier et c'est le chef de l'État qui va même de ces chiffres. Depuis que Macky Sall est devenu président de la République, l'État a dépensé 307 milliards de francs CFA dans l'achat de véhicules pour l'administration. C'est le président de la République lui-même donc qui donne les détails et c'était à l'occasion du lancement du PAMA, le programme d'appui à la modernisation de l'administration. Bonjour, cher Bahoum. Bonjour Babacar, merci pour l'invitation. Également, j'en profite pour souhaiter bonne fête à tous les Sénégalais, bonne fête de l'Aïd el-Kébir, bonne fête de la Tabaski. Également, j'en profite pour saluer tous les auditeurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a un volet qui vous concerne sur cette question des dépenses exorbitantes pour le fonctionnement des administrations publiques en tant que directeur général de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. On y revient dans un instant. Mais d'abord, votre commentaire sur ces énormes sommes d'argent que l'État dépense pour acheter des véhicules. Plus de 43 milliards de francs CFA par an. Comment en est-on arrivé à ce niveau? Alors, Babacar, ce point, je pense que a été évoqué par le président de la République, Macky Sall, lors du forum, du programme d'appui à la modernisation de l'État. Dans le cadre des réformes pour pouvoir aujourd'hui rationaliser les dépenses de l'État. Je pense que le président a annoncé un chiffre, presque plus de 300 milliards qui ont été dépensés depuis 2012 dans le cadre de l'achat des véhicules. Effectivement, c'est une somme exorbitante qui demande aujourd'hui qu'on puisse réfléchir à ce que nous puissions optimiser nos ressources dans le domaine de la mobilité au niveau de l'administration. Je pense qu'à ce niveau, le président de la République a lancé une idée qui existe dans d'autres pays, celle de pouvoir aujourd'hui éviter que l'administration achète directement les véhicules pour les ayants droit au niveau de l'administration, mais tout simplement de pouvoir proposer une indemnité et d'accompagner les agents de l'administration à acquérir eux-mêmes les véhicules et éviter à ce que ce soit une ligne budgétaire qui soit systématiquement en tout cas utilisée au niveau de notre administration. Donc clairement, si on va dans cette voie, cela va permettre de pouvoir économiser au niveau de l'État, mais surtout permettre à ce que les agents de l'administration puissent bénéficier directement de ces véhicules. Cela évitera la maintenance qui sera plus à la charge de l'administration, mais également au niveau du carburant, c'est des choses qui pourraient être complètement élaguées. Je pense que c'est des modèles qui ont réussi dans d'autres pays. Quand on voit le Rwanda, par exemple, l'État n'achète plus les véhicules pour les agents de l'administration. L'État accompagne tout simplement. Donc je pense que c'est une réforme extrêmement importante parce que depuis 60, notre pays fonctionne ainsi. Depuis 7 ans, Macky Sall est président de la République. On a attendu 7 ans pour faire ce constat-là. Et seulement 7 ans après qu'on commence à réfléchir à comment corriger cela. Je pense que ce point quand même n'est pas un point facile au niveau de l'administration. Parce que depuis 60, l'État achète pour les agents de l'administration. C'est un acquis pour les agents très souvent. Et c'est très difficile des fois de toucher aux acquis des agents. Je pense qu'il est important qu'en tant qu'agent de l'administration, en tant qu'autorité, qu'on puisse tous se mettre autour d'une table pour voir comment dépenser mieux et ne pas aussi, faire que les agents de l'administration ne soient pas productifs. Parce que clairement, il faudrait que cette productivité continue à exister au niveau de l'administration, mais que l'État optimise mieux ses ressources. Et je pense qu'en faisant ce choix, on franchira un grand pas
qu'on aurait réussi quand même depuis nos indépendances. Et quand on voit une autorité publique disposer de plusieurs véhicules, ça choque certains citoyens. C'est à rationaliser aussi certainement. Comment on peut retrouver un ministre ou un directeur de société nationale avec un parc automobile assez fourni? Je pense qu'à ce niveau, la loi est très claire. Donc, les ayants droit au niveau de l'administration sont bien précisés. Maintenant, il est important que nous puissions faire un diagnostic à tous les niveaux. Et je pense que cette rationalisation va d'abord concerner les autorités, les ministres, les directeurs généraux que nous sommes, mais également tous les responsables au niveau de l'administration. Parce que c'est en tout cas une partie du personnel. Et à ce niveau-là, on gagnerait à ce que nous tous nous allions dans ce sens et que nous réussissons en tout cas cette grande réforme qui est tant nécessaire pour notre État, parce que notre État a besoin d'investir vers des secteurs prioritaires, car les populations attendent au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, mais également dans tous les autres secteurs prioritaires qui ont été identifiés aujourd'hui par le chef de l'État. Les grands programmes en 7 ans, sociaux, on dépense 307 milliards pour acheter des véhicules pour l'administration publique. En même temps, et c'est le grand paradoxe, vous évoquez la santé, quand on est en déficit d'ambulance, quand on est en déficit de matériel médical pour les structures de santé publiques. Oui, je pense que vous avez parfaitement raison. Quand on dépense autant pour, en tout cas, le parc automobile de l'État, il est normal de s'arrêter et de se poser la question. Mais force est de reconnaître quand même qu'on a eu presque 4 régimes qui se sont succédés à la tête de cet État. Mais clairement, cette réforme n'a pas été engagée. C'est fort heureux de constater que le président Macky Sall aujourd'hui a lui-même engagé cette réforme et a instruit son gouvernement à travailler à ce que nous puissions arriver à rationaliser en tout cas des dépenses qui seraient inutiles et qui pourraient en tout cas renflouer les caisses de l'État et que ces ressources puissent aller dans des secteurs beaucoup plus prioritaires pour l'État du Sénégal, mais surtout que ces programmes aillent directement vers les populations. Parce que l'administration ne doit pas s'occuper tout simplement d'elle-même. On ne peut pas dépenser des centaines de milliards pour juste du fonctionnement pendant que les populations de Koupentoum, de Koussanar, de Fatick attendent au niveau de plusieurs secteurs comme la santé, l'éducation, etc. Donc à ce niveau-là, je pense que le président a été très responsable en étant très transparent aussi dans ce domaine-là, parce qu'il faut également saluer ce fait-là. Le président n'a pas essayé de cacher les chiffres, il a donné les chiffres réels au niveau de l'administration, de sa propre gestion, et qu'aujourd'hui lui-même va engager cette réforme et va engager son gouvernement pour que ces réformes-là puissent être faites dans les meilleurs délais. Il devrait commencer, peut-être lui, le président de la République, a donné le bon exemple quand il se permet le luxe d'acheter un véhicule présidentiel qui coûte aux alentours d'1 milliard de francs CFA, un véhicule d'ailleurs qui a connu un incident technique sur la route d'Nguédiène lors des funérailles d'Ousmane Tanor Dieng. Ça aussi, ça peut être mis dans le panier de l'irrationnel, non? Babacar, vous me permettrez quand même, moi, de ne pas trop entrer dans des chiffres que je ne maîtrise pas. Parce que clairement, je ne sais pas du tout combien coûtent les véhicules aujourd'hui qui sont mis à la disposition du chef de l'État, de la plus haute autorité. À ce niveau-là, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Il y a des soucis surtout de sécurité, etc. Donc, clairement, il ne faut pas sortir une chose de son contexte. Et à ce niveau-là, je demande quand même au niveau des acteurs qu'on soit beaucoup plus responsable. Parce qu'à ce niveau de l'État, il y a vraiment des enjeux extrêmement importants. Donc je ne me permettrai pas ici de débattre de véhicules de chef d'État. Autre chiffre, et ça c'est dans votre domaine, l'État sénégalais, le dernier chiffre sur les dépenses en téléphonie, 17 milliards de francs CFA. L'agence de l'informatique de l'État que vous dirigez était censée
réduire les factures téléphoniques de l'État avec la mise en place de plateformes comme l'intranet gouvernemental, la messagerie gouvernementale. Un effort a été constaté, c'est vrai. 22 milliards de francs CFA en 2015, la facture téléphonique de l'État est passée à moins de 12 milliards en 2016. Et là, ça hausse à nouveau. Et pourquoi ? Permettez-moi d'expliciter un peu comment se passe, en tout cas la gestion, la gestion de la téléphonie de l'État. À ce niveau, il faut savoir qu'en 2012, quand nous arrivions au pouvoir, la facture était de 22 milliards 542 millions de francs CFA. Donc, le président de la République, quand il a vu ce chiffre, il a dit clairement que c'était un chiffre qu'il fallait rapidement réduire. Et dès 2012, beaucoup de lignes ont été coupées au sein de l'administration, mais surtout des personnes ou des personnalités qui n'en avaient pas le droit, en tout cas par rapport à certaines liaisons téléphoniques ou liaisons spécialisées au niveau de l'Internet. Et donc, après cela, le président de la République a instruit son gouvernement, à travers le Premier ministre, d'instituer un comité pour pouvoir réduire la facture de l'État avec un objectif de réduction de plus de 11 milliards. Donc, nous devions arriver à 11 milliards 200. Donc, comme, en tout cas, objectif qui était fixé par le chef de l'État. Donc, en 2014, le comité a été mis en place. Donc, et dès l'année 2014, nous sommes passés à presque 18 milliards 341 millions de francs CFA. Et en 2018, nous en sommes exactement à 13 milliards 740 millions de francs CFA. Donc, ceci pour dire que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir réduire cette facture de téléphonie et d'Internet pour l'État du Sénégal. Maintenant, il reste toujours des efforts à faire. Vous l'avez dit, le chiffre de 17 milliards que le président lui-même a donné. Le président de la République a parlé de 16 milliards de francs CFA, donc pour la facture de téléphonie et d'Internet. Donc le chiffre que je viens de vous donner, les 13 milliards 740 millions, concerne l'administration centrale, sans pour autant prendre en compte les agences, mais également le secteur parapublic. Donc si on prend ces entités, on arriverait donc à la somme de 16 milliards. Ceci pour dire tout simplement, pour un peu revenir au rôle de l'Agence de l'informatique de l'État dans cette affaire, c'est que nous avons pris l'option de bâtir, en tout cas je parle de l'État, de bâtir notre propre infrastructure pour pouvoir interconnecter les administrations, pour pouvoir permettre à ces administrations communiquer en utilisant l'intranet administratif. Donc, nous devrions normalement utiliser le moins possible les infrastructures des opérateurs. Et à ce les opérateurs privés de téléphonie. Les opérateurs privés de téléphonie. Donc à ce niveau-là, l'État a construit aujourd'hui presque 4500 km de fibre optique. Presque 1500 bâtiments ont déjà été interconnectés grâce à cette administration. On précise la fibre optique de l'administration. Rien à voir avec la fibre optique commerciale par les opérateurs privés de téléphonie. Voilà. Et donc à ce niveau, donc, le chef de l'État est revenu largement là-dessus lors du forum donc du PAMA. Et à ce niveau-là, il a vraiment engagé le gouvernement à ce que les entités de l'administration puissent utiliser au mieux et fassent confiance à l'infrastructure de l'État. Et donc, je pense que si toutes les structures de l'administration, qui pour la plupart expliquez-nous, sont connectées... Il y a des structures de l'État qui ont bien un dispositif qui leur permet de communiquer via l'intranet gouvernemental et qui ne le font pas, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est à quel niveau? L'administration centrale ou l'administration décentralisée? C'est à tous les niveaux, surtout au niveau de Dakar, où on a une très bonne infrastructure qui connecte la quasi-totalité des administrations. Donc aujourd'hui, l'État n'oblige pas les administrations à venir obligatoirement dans l'intranet administratif, mais je pense que c'est un processus qui devra être enclenché.
si nous voulons utiliser au mieux donc cette infrastructure qui a été déjà Pour vous, le déployée. président de la République, il doit obliger l'administration publique à utiliser les infrastructures de téléphonie de l'État, c'est Je ça? pense qu'à ce niveau, il faut qu'on aille vers ça. Il faut qu'on aille vers ça pour que vraiment nous puissions rationaliser nos dépenses en matière de télécommunications. Et je pense que nous allons y arriver. Et l'ADIE aussi a été instruite de travailler à que nous puissions avoir un service level agreement acceptable pour ces administrations. Et sur ce point-là, nous sommes vraiment en train d'engager nos ingénieurs qui sont vraiment des ingénieurs de très grande qualité et qui travaillent aujourd'hui à ce que ce réseau-là puisse être non seulement déployé partout dans l'administration, mais surtout pouvoir avoir une qualité qui permette à ce que nos utilisateurs puissent travailler dans les meilleures conditions. Oui, parce que 16 milliards de factures de téléphonie et d'Internet par an, Oui. c'est... Je pense que c'est trop. 16 milliards par an, c'est trop. Parce que l'État ne peut pas investir autant dans l'infrastructure de large bande, donc avec du très haut débit, avec une disponibilité de presque 400 gigas de données. Donc clairement, nous disposons d'une surcapacité en termes d'infrastructures de télécommunications. Donc clairement, je pense que les administrations doivent aujourd'hui utiliser au mieux cette infrastructure et permettre à l'État de faire des économies d'échelle dans ce domaine et surtout à ce que nous puissions utiliser ces ressources dans des domaines beaucoup plus prioritaires. Et quelle est la responsabilité de l'ADIE à pousser les administrations à adhérer à ce système d'intranet gouvernemental? Est-ce que vous avez fait le travail de sensibilisation et de marketing peut-être pour que tout le monde épouse le système? Je pense qu'à ce niveau, l'ADIE fait beaucoup d'efforts en matière de communication, en matière de sensibilisation, de conduite du changement au niveau des administrations. Nous avons des points focaux dans chaque ministère. Nous échangeons régulièrement avec les directeurs des systèmes d'information pour leur donner les dernières informations par rapport à l'intranet administratif, non seulement sur l'infrastructure broadband, mais également sur l'ensemble des applications qui peuvent être utilisées par les agents. Donc à ce niveau, nous avons plusieurs outils. Nous avons la messagerie administrative et jusqu'ici, elle est sous-utilisée parce qu'on a certes presque 10 000 utilisateurs que nous gérons tous les jours, mais je pense que nous devons aller au-delà. Et les administrations doivent être contraintes à utiliser cette messagerie administrative parce que le chef de l'État l'a rappelé, il n'est pas normal qu'au sein de l'administration que des agents se permettent de pouvoir utiliser des messageries commerciales pour échanger donc de documents donc de l'administration. Donc je pense qu'à ce niveau-là, des efforts ont été faits. Le président lui-même a envoyé une circulaire au sein de l'administration pour que tout le monde un problème de sécurité. C'est un problème de sécurité. Aux États-Unis, par exemple, l'administration américaine ne rigole pas voilà, avec c'est un problème de sécurité parce que nos données vont se retrouver dans des bases de données et dans des data centers qui sont hors de notre territoire. Et des fois, c'est des lois qui sont contraignantes parce que quand on voit les dernières lois votées aux États-Unis, en tout cas, la loi américaine permet à ce que les autorités américaines puissent avoir accès pour des raisons de sécurité à toute donnée qui est hébergée dans un data center géré par une entreprise américaine. Donc, ça pose le problème de souveraineté et donc à ce niveau, le Sénégal gagnerait à avoir ces données au Sénégal et quelles que soient les péripéties, que ces données puissent être accessibles et que nous ne dépendions pas d'autres pays, que ce soit des pays de la sous-région ou des pays européens ou américains. Je pense qu'on a largement de quoi héberger nos données au Sénégal et donc à ce niveau, il faudrait que les administrations soient mieux sensibilisées, mieux outillées
pour comprendre les enjeux et les problématiques de la gestion de ces données-là, parce que, en tout cas aujourd'hui, en 2019, la donnée est importante. La donnée, c'est de la valeur. Et aujourd'hui, ces données-là, nous devons mieux les maîtriser dans notre espace géographique, mais également de manière stratégique, géopolitique. Et c'est des choses qui doivent permettre à notre pays de pouvoir garantir notre souveraineté, parce que la bataille des données, il y en aura d'ici peu. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait que notre État puisse anticiper et faire de telle sorte que le Sénégal quand même puisse se prémunir de tous ces fléaux où on aura nos données qui ne soient pas accessibles et qui sont hébergées dans des pays qui parfois ont des lois qui ne correspondent pas aux nôtres. Les chantiers de l'Agence de l'informatique de l'État sont nombreux en tout cas. Il y a ce qu'on appelle aussi la dématérialisation des administrations, c'est-à-dire l'informatisation, la digitalisation des administrations, du travail. Beaucoup de travail, Babacar. Effectivement, à ce niveau, je pense que c'est l'enjeu majeur de la modernisation de notre État. Je pense que l'État du Sénégal, de 2005, en ayant pris l'option de bâtir son infrastructure de télécommunication, son infrastructure de haut débit partout dans le pays. Je le rappelle, depuis maintenant 2017, nous avons de l'infrastructure haut débit dans les 45 départements du Sénégal. L'État dispose de 2 data centers qui marchent au niveau de Technopole, mais ici au niveau de Orana également. Nous sommes en train de construire un data center de type Tier 3 au niveau de Diamniadio qui va largement prendre en charge les besoins donc, de notre administration. Donc clairement, nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir aujourd'hui enclencher l'industrialisation de la digitalisation et donc de la dématérialisation des procédures de notre administration. Je pense que d'abord, nous avons le leadership du président de la République, parce que clairement, on veut bien digitaliser au niveau de l'ADIE, mais si la plus haute autorité n'engage pas le gouvernement à aller dans ce sens, il sera extrêmement difficile de pouvoir réussir cette digitalisation intégrale. Donc c'est fort heureux d'avoir le programme d'appui à la modernisation de l'administration, où nous avons ce volet donc digitalisation de l'administration qui est bien inscrit dans ce programme. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec toutes les administrations à aller dans ce sens-là. Le président lui-même va suivre ce tableau de bord, va avoir donc l'évolution de la dématérialisation des procédures. Nous en sommes aujourd'hui à presque 55 procédures qui ont déjà été dématérialisées, 25 procédures qui sont accessibles dans Télédac, compte tenu de tout ce qui a été fait avec la fonction publique, avec la dématérialisation de la gestion des ressources humaines, où nous pouvons maintenant gérer le fonctionnaire carrément de son intégration jusqu'à sa retraite. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais également, beaucoup d'autres administrations ont fait beaucoup d'efforts dans la digitalisation, dans la dématérialisation. Vous dites avoir déjà dématérialisé une centaine d'administrations, c'est ça? C'est ça. Nous avons des Pour l'essentiel, ce sont quelles administrations? Ces administrations, en tout cas, nous avons par exemple le ministère de l'Urbanisme qui a dématérialisé la plupart de ces procédures avec le permis de construire. Je pense que vous avez suivi ce point-là. Le chef de l'État même est revenu là-dessus. Mais là aussi, je voudrais peut-être évoquer un point, parce qu'il faudrait qu'on sache que la dématérialisation, c'est pour assurer une rapidité, une qualité de service, une efficacité, mais également une disponibilité du service. Donc, si cette célérité n'est pas de mise, je pense que ça ne sert à rien de dématérialiser.
Donc, il s'agira aussi d'engager les acteurs qui sont impliqués dans cette dématérialisation pour le respect des délais pour les citoyens. Parce que clairement, si nous digitalisons, certes, l'agent de l'administration a accès à la plateforme partout où il va se trouver sur le territoire ou même hors du territoire pour traiter ces données. Mais si l'agent ne respecte pas le délai de traitement, nous aurons les mêmes problèmes que nous avions auparavant, c'est-à-dire donc des délais qui ne sont pas respectés. Et donc à ce niveau-là, parce que nous n'allons pas réussir. Les citoyens, les usagers des administrations publiques souffrent beaucoup de la longueur, des lenteurs des procédures. C'est incroyable. Je pense qu'à ce niveau, je pense que c'est là où le paiement est extrêmement important. Et c'est là aussi, je salue vraiment l'engagement du ministère du renouveau du service public et de Madame le ministre en charge de la fonction publique et du renouveau du service public, qui est engagé dans ce processus de digitalisation avec nous. Parce qu'on a besoin de cet engagement, on a besoin de ce leadership. Nos procédures, parfois, elles sont extrêmement vieilles. Elles datent du début de nos indépendances. Nos lois aussi doivent être mises à jour pour prendre en compte l'évolution de la technologie. Nous devons simplifier ces procédures pour rendre ça beaucoup plus accessible, mais également intégrer le numérique dans tout ce que nous faisons désormais, pour que clairement que la digitalisation puisse être une réalité dans cette administration, mais surtout pour les citoyens qui sont de plus en plus connectés dans notre pays. Il faut le rappeler, on a presque 50% des Sénégalais qui sont connectés à Internet, donc qui peuvent aller dans des plateformes digitales. Donc ces personnes attendent que l'administration offre du service en tout cas à travers l'Internet. Et je pense que si nous y allons tous ensemble, nous pouvons réussir ce pari. Parce que clairement, certes, tous ceux qui vont digitaliser ne vont pas réussir, mais aujourd'hui, ceux qui ne vont pas digitaliser auront en tout cas déjà perdu. On a vu même dans le secteur de la santé un projet intéressant, dématérialiser, digitaliser les données des patients pour qu'un patient, où qu'il se trouve sur le territoire national, le soignant a accès directement à la fiche personnelle du patient. Ça, si on y arrive... C'est vraiment... Le digital a beaucoup de champs d'action. Donc, le digital a vraiment un fort impact dans la vie de nos concitoyens. Parce que, comme vous l'avez dit, le domaine de la santé, à travers la télémédecine ou la dématérialisation du fichier du patient, c'est des points extrêmement importants. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les structures de santé traitent les données de santé des Sénégalais. Mais si nous n'avons pas une plateforme interconnectée, où le citoyen, dans n'importe quelle structure de santé où il va, il peut retrouver son dossier et que le médecin puisse le traiter en toute connaissance de cause, en connaissant le passé du patient. Je pense que c'est extrêmement important. En toute sécurité aussi, c'est important. Et en toute sécurité, bien sûr. Je pense qu'à ce niveau-là... Ce sont des données personnelles, des données sensibles. Le ministère de la Santé est en train de faire un travail extrêmement important. Et nous sommes en train de les accompagner dans ce sens. Et à ce niveau-là, je pense que d'ici peu, ce progiciel va être mis en place et va permettre à ce que nous puissions disposer partout dans le territoire donc, de cette plateforme qui va gérer les patients sénégalais. Parce que comme je le rappelle toujours, nous disposons de tout ce qu'il nous faut aujourd'hui dans notre État pour faire cela. Parce que nous avons tous les hôpitaux qui sont interconnectés en haut débit. Et donc, avec cette infrastructure, vraiment, on n'a pas de limite. Et notre pays peut être vraiment au même niveau que des pays du Nord
qui aujourd'hui ont totalement digitalisé donc la gestion des patients. Trop d'ambition, peut-être ambition exagérée quand on regarde un programme comme le PASSAN, le projet d'appui structurel à la stratégie d'aménagement numérique du territoire, pour un maillage intégral du territoire en fibre optique. On a parlé de la fibre optique tout à l'heure, je disais aussi, trop ambitieux. Fibre optique partout sur le territoire sénégalais. On ne peut pas parler de digitalisation, on ne peut pas parler de smart cities, on ne peut pas parler de dématérialisation sans une bonne infrastructure de télécommunication. Donc du haut débit disponible partout dans le territoire. Parce que clairement, sans cette infrastructure, on ne peut rien digitaliser. Donc je pense que l'État a pris cette option en faisant ces grands investissements. Aujourd'hui, maintenant, il s'agira de mettre du contenu, de mettre du service destiné aux populations. Je vous le rappelle, le président de la République nous a confié le projet Smart Sénégal. Et sur ce projet-là, nous avons plusieurs volets. Le premier, il s'agit de l'éducation. Après avoir interconnecté les universités, nous allons mettre des ressources donc, numériques, en tout cas destinées aux étudiants, pour développer l'enseignement en ligne et pour développer véritablement ce que nous puissions avoir partout dans nos universités, même au-delà, et c'est ce qui ne vient pas à l'université, à travers l'université virtuelle, que les étudiants puissent donc bénéficier de l'enseignement à distance. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, il s'agit de la sécurité publique. Tout de suite, j'entendais dans vos ondes donc en tout cas un diagnostic au niveau de la banlieue où en tout cas les populations ont vu que il y a un certain nombre de dispositifs qui est en train d'être installés. C'est comme vous le dites dans votre programme appelé Smart Sénégal, cet aspect nous intéresse, oui, vous avez entendu notre sujet là-dessus, et c'est l'actualité parce que la sécurité, une grosse préoccupation pour les citoyens et probablement pour les dirigeants, forcément. L'installation de dispositifs de surveillance de tout le territoire avec des caméras, des drones, justement, vous êtes à quel niveau d'exécution de ce programme ? Bon, sur ce volet, je ne me pencherai pas trop là-dessus parce que c'est vraiment le rôle des forces de sécurité et de défense. Mais comme je vous l'ai dit, notre infrastructure doit être utilisée par tous les secteurs. Et le secteur de la sécurité est un secteur prioritaire pour nous. Donc nous travaillons dans le cadre de Smart Sénégal, donc avec le volet Safe City, donc ville sûre. Nous travaillons avec les forces de sécurité et de défense, notamment la police, la gendarmerie, donc pour pouvoir sécuriser nos villes, donc notamment la région de Dakar et sa banlieue, où nous allons travailler à déployer donc des caméras partout où on aura un centre de commandement connecté. Que dans les centres urbains ou D'abord dans les grandes villes, où les problématiques de sécurité sont extrêmement importantes, notamment Dakar, Thiès, Mbour, Touba, Saint-Louis. Donc c'est les grandes villes qui seront dans une première phase concernées. Mais l'idée c'est de pouvoir étendre donc, ce dispositif dans les 45 départements du Sénégal. Parce que nous allons utiliser notre infrastructure existante. Nous allons pouvoir mettre donc des applications qui vont être utilisées par les forces de sécurité et de défense pour traiter les données partout sur le territoire national. Donc toutes ces données qui seront récupérées dans les départements vont être supervisées ici au niveau de Dakar, mais également dans quelques points de notre territoire. Ça veut dire quoi? Si par exemple à Koumpentoum, on avait ce dispositif-là, on aurait pu rapidement mettre la main sur les présumés auteurs de l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à un chef de la gendarmerie? En tout cas, c'est un élément qui pourrait aider, effectivement. La vidéosurveillance, d'abord, c'est la dissuasion que ça va engendrer, mais également et surtout, à chaque fois qu'il y aura des incidents dans une localité, ce seront des éléments de preuve qui pourront être utilisés pour pouvoir traquer les délinquants.
Depuis le début de cette émission, on parle de la modernisation des administrations avec cette déclaration de Macky Sall lors du lancement du PAMA. Il n'a pas évoqué que ça. Macky Sall, il a aussi lancé un autre programme, Zéro déchet, le programme pour rendre nos environnements propres dans tout le pays, avec même l'instauration prochaine d'une journée de nettoiement, Cleaning Day, un samedi de chaque mois. Ça vous interpelle, vous êtes responsable politique à l'APR, le parti présidentiel. Votre fief, c'est Grand Yoff. Grand Yoff peut être l'un des symboles de l'anarchie, de l'insalubrité. Il n'y a pas que Grand Yoff, il y a d'autres villes. Je pense aussi. Oui, c'est pas notre commune. C'est pas de la stigmatisation. Oui. Il y en a d'autres. Oui. Mais je veux dire, vous devez être sensible à ce que le président a dit. Je pense que tous les Sénégalais sont sensibles à ce programme extrêmement important. C'est l'occasion aussi de saluer le dynamisme de M. le ministre Abdou Karim Fofana, qui, depuis sa nomination, quand même, est en train d'œuvrer à ce que nous puissions avoir vraiment des villes et des villages beaucoup plus propres. À ce niveau, nous, en tant qu'habitants de Grand Yoff, en tout cas, nous sommes demandeurs. Nous voulons que le ministère nous accompagne à travers les autorités locales, à ce que nous puissions vraiment garantir une meilleure salubrité au niveau de cette commune. Je pense que les populations sont prêtes à accompagner le chef de l'État dans ce programme. Le Cleaning Day, nous sommes prêts. Nous sommes prêts vraiment à ce que ce pays-là soit propre. Et comme l'a dit le chef de l'État, c'est un processus irrévocable. Le pays en a besoin. Et tous les Sénégalais, tous bords confondus, nous devons tous nous mobiliser derrière le président et son gouvernement pour que ce programme-là soit une réussite, non pas pour lui, mais pour chaque Sénégalais. Il faut réussir aussi les programmes d'urbanisation de nos villes, de nos quartiers et autres coins et recoins du pays. À Grand Yoff, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire sur les questions d'urbanisation ? Je pense que Grand Yoff, quand même, c'est un vieux quartier. Nous avons ce qu'on appelle le Grand Yoff traditionnel, où quand même il y a pas mal de soucis, en tout cas au niveau de l'urbanisation, quand on voit des quartiers comme Arafat, Khariala, Djide, etc. C'est des points aujourd'hui où nous avons besoin que l'État nous accompagne à mieux urbaniser. Et je pense qu'à ce niveau, il y a des programmes dans l'État qui sont en cours de préparation pour aider ces quartiers à se restructurer et permettre à ce que nous puissions avoir une meilleure circulation dans ces quartiers et nous permettre vraiment d'avoir un cadre beaucoup plus décent. Mais surtout à ce que Grand Yoff puisse devenir une commune propre où il fera bon vivre. Votre parti politique, l'APR, la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle parvient toujours pas à gagner la mairie. Pour les prochaines élections locales, vous avez trouvé assez d'artifices pour prendre la mairie ou il y a du travail encore à faire pour vous? Déjà, les rivalités entre responsables APR, responsables Benno Bokk Yakaar peuvent déjà constituer un obstacle, non? Je pense qu'à ce niveau, nous de l'Alliance pour la République, de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous sommes résolument engagés à proposer un programme, un projet de société pour la commune de Grand Yoff. Nous voulons constituer une alternative à ce qui s'est fait depuis que cette commune existe. Je le rappelle, la commune a été créée depuis, en tout cas, la mairie existe depuis 1996. Et jusqu'à présent, nous avons en tout cas cette partie donc, qui gère donc, cette commune. Nous avons comme ambition d'être l'alternative pour vraiment changer carrément le visage de Grand Yoff. Parce que nous savons que Grand Yoff a du potentiel. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire de cette commune qui est au centre de Dakar une commune beaucoup plus rayonnante, où on ne va plus parler tout simplement de problèmes de sécurité, d'insalubrité, etc. Donc à ce niveau-là, je pense que nous avons aujourd'hui l'expérience, en tout cas le vécu sur le terrain. Nous avons fait le tour de Grand Yoff beaucoup de fois.
Nous avons participé aux élections présidentielles de 2012, aux élections présidentielles les élections locales de 2014, mais également les élections législatives de 2017 et tout récemment l'élection présidentielle de 2019 qui a consacré la victoire de notre candidat dans cette commune. La donne Khalifa Sall, l'ex-maire de Grand Yoff, ex-maire de la ville de Dakar, vous êtes nombreux là-bas, des hauts responsables de l'APR. Auriez-vous souhaité être tête de liste Benno Bokk Yakaar à Grand Yoff, par exemple, puisqu'on s'achemine vers justement l'élection directe du maire par les citoyens? Je pense que ce serait une excellente réforme d'avoir cette élection directe du maire. Parce que quand même, je pense qu'il ne faudrait pas trahir, en tout cas, le vote de nos concitoyens. Et je pense qu'en ayant en tout cas, ce type de vote, nous renforcerons la démocratie au niveau local. Maintenant, au niveau de l'APR, au niveau de Benno, nous avons notre cadre d'échange entre responsables. Nous avons aussi un président de parti de coalition. Nous allons échanger sur vraiment les élections locales et nous allons choisir les meilleurs profils pour pouvoir être dans nos listes et en choisir parmi eux donc ceux-là qui devront diriger la liste majoritaire mais également la liste proportionnelle. Donc à ce niveau, je n'ai aucune crainte quant au choix qui sera fait parce que nous savons tous que nous devons être solidaires entre camarades de parti, de coalition, parce que cette fois-ci, nous devons gagner. Vous voyez-vous tête de liste Benno à Grand Yoff pour les prochaines élections municipales? Cela dépendra d'abord des camarades de notre parti au niveau local, mais surtout ça dépendra des choix qui seront faits par le président de notre parti, donc le président Macky Sall. Khalifa Sall, on en parle, on agite l'idée de sa libération. Vous souhaitez, comme ses camarades, ses partisans, sympathisants, qu'il soit élargi via une grâce présidentielle? D'abord, je dirais Khalifa Sall, c'est un grand frère et nous partageons la même commune, la commune de Grand Yoff. Et clairement, nous lui souhaitons de recouvrer la liberté dans les meilleurs délais. Mais clairement, le temps de la justice n'est pas le même temps que nous, citoyens. Et maintenant, je pense qu'à ce niveau, le président de la République a été très clair. Au bout de la procédure judiciaire, il aura la possibilité de le gracier et j'espère que ça sera fait. En tout cas, c'est un souhait. Maintenant, le reste, on verra. Il ne va pas perturber vos schémas s'il sort de prison, Khalifa Sall, surtout lors des prochaines compétitions électorales comme les locales qu'on vient d'évoquer? Franchement, nous, on n'est pas du tout préoccupés par Khalifa Sall ou Demba Sall ou n'importe qui. Franchement, avec tout le respect qu'on leur doit, nous, on a notre projet de société. On est une alternative pour la commune de Grand Yoff. Nous sommes engagés, résolument engagés à faire cette proposition aux populations et que nous espérons surtout au bout que ces populations vont nous choisir parce qu'on aura proposé la meilleure offre pour le développement de la commune de Grand Yoff. Les activistes Adama Gaye et Guy Marius Sagna emprisonnés pour diverses raisons. Pour Guy Marius Sagna, les associations des droits de l'homme au plan international ont même lancé une alerte pour évoquer le caractère fallacieux de son incarcération. Je pense que pour Guy Marius Sagna, donc l'information a été bien précisée par le procureur de la République. Je pense qu'il a parlé d'attentats qui seraient en train d'être préparés par la France. Je pense que c'est une information qui n'était pas vraie et aujourd'hui je pense que ceci lui a valu son incarcération. Je rappelle encore une fois que nous sommes dans un pays organisé. Nous avons des lois et des règlements et que
quel que soit son statut, quelle que soit l'opposition que vous avez vis-à-vis de l'État, vous devez quand même être responsable. À ce niveau-là, la loi s'est appliquée sur lui et aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait normal qu'il se retrouve là où il est. On ne lui en veut pas un peu pour son implication dans la lutte pour la transparence dans les contrats sur les ressources naturelles du Sénégal un peu. Sa sortie aussi sur ces personnalités, surtout politiques, qui vont se soigner à l'étranger. Il disait qu'après 60 ans d'indépendance, on en est là à avoir des structures de santé, mais alors désastreusement mal équipées. Oui, je pense que c'est vraiment pas des points qui sont liés. Je l'ai rappelé tantôt, le pourquoi il est là où il est. Maintenant, sur la démocratie sénégalaise, force est de reconnaître que le chef de l'État quand même a garanti, en tout cas ce principe au niveau de notre État et permet à chaque Sénégalais de s'exprimer. Tous les jours, on observe en tout cas des marches, des personnes qui critiquent le gouvernement sans pour autant être inquiétés. Et je pense que c'est un processus qui va continuer. Le président Macky Sall va continuer à renforcer cette démocratie, mais clairement, nous devons éviter les abus, nous devons éviter les excès et travailler à ce que les Sénégalais continuent à se respecter. Nous pouvons avoir des différences, mais nous devons surtout les exprimer avec beaucoup d'humilité, mais surtout de respect pour que quand même que ce pays-là continue à être ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un pays respecté partout à travers le monde. Cheikh Baroum, merci d'être passé devant le grand jury. Vous êtes le directeur général de l'ADIE, l'agence de l'informatique de l'État, responsable politique à Grand Yoff.